Avec nous, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Entre les lignes. Eh bien, dans ce numéro, nous allons aborder principalement deux thématiques. On va revenir sur l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et, et les États-Unis d'Amérique, signé donc en juin et puis paraphé par les chefs d'État en décembre dernier. On va également revenir sur l'interview de l'ancien président Joseph Kabila accordée à la Libre Belgique. Depuis le vendredi dernier, le chef de l'État, Joseph Kabila, a parlé de beaucoup d'aspects de la vie nationale. Il a demandé qu'on mette fin à la dictature. Il a demandé qu'on puisse justement craindre que la soudanisation puisse se produire parce que selon lui, il y a des éléments qui montrent que le Congo risque d'être soudanisé si on ne tient pas compte de revendications d'ordre social et politique. Mesdames et messieurs, en face de moi, M. Fredy Mulumba, encore une fois, il n'est plus à présenter. M. Fredy Mulumba est politologue, chercheur, journaliste et puis homme de lettres. M. Fredy, c'est un plaisir immense, encore une fois, de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Salut Dan, je pense que nous venons pour éclairer notre peuple. Notre peuple qui n'a pas droit à l'information. Quand on n'a pas l'information, on peut toutefois tomber sur une dictature, tout comme sur une domination quelconque. Donc l'information est très importante. Voilà pourquoi nous avons les devoirs de parler, de nous exprimer librement. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Fredy Mulumba. Comment vous portez-vous? Comment se porte le pays actuellement? Le pays se porte un peu bien. Nous sommes en train de nous relever. On était couchés. Maintenant, on se maintient petit à petit debout. Donc, il faut reconnaître aussi que c'est le travail du président Tshisekedi qui a mis sur la place publique internationale la question congolaise. Personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Il y avait l'Omerta. Aujourd'hui, on parle du Congo. Et ça, c'est grâce au président Tshisekedi. Il faut reconnaître à chacun ses mérites. Merci beaucoup, M. Fredy Mulumba, journaliste depuis plusieurs années déjà. Il y a quand même, l'opinion a besoin d'éclairage. Permettez-moi de commencer par cette question. En 1999, la ville de Goma a été occupée par les autorités congolaises ou bien la rébellion, parce que Joseph Kabila dit qu'il avait acquis une résidence à Goma en 1999. Est-ce qu'en 1999, le pays était occupé par une rébellion ou par l'État central? Tu sais, moi je n'aime pas de polémique. Oui. Je vois que les Congolais sont des polémiques. La question congolaise, c'est une question d'abord géopolitique. Toutes les élites que vous voyez, élites politiques, économiques, quelquefois intellectuelles, portent des masques. Peau noire, masque blanc. Ils défendent pas les intérêts du Congo, ils défendent leurs propres intérêts, les intérêts des autres. Oui. Donc il faut éviter des discussions sur les individus. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vois, par rapport à la nature de notre pays, depuis 1885, on était déjà dans la mondialisation. Et si le monde bouge, automatiquement, le Congo doit bouger. Depuis 1985, oui, 1885. Parce que nous sommes les produits de la mondialisation. Donc ça ne sert à rien de faire des débats sur les individus. C'est ça. Monsieur Fredy Mulumba, commençons par ce terme aujourd'hui qui est interprété de diverses manières. Vous êtes politologue, nous voudrions comprendre. Quelle différence y a-t-il entre la balkanisation et la soudanisation? Vous savez, c'est ça le problème chez les Africains, chez les Congolais. Oui. La soudanisation n'existe pas. Ah bon? Ouais. Ce n'est pas un concept qui existe. Ah bon? Le seul concept qui existe, c'est la balkanisation. Ou bien l'implosion. On n'invente pas la roue. Vous voyez un peu les discussions, vont créer des termes, les gens commencent à discuter. Ça n'existe pas. Tu peux aller même dans les dictionnaires, il n'y a pas un terme soudanisation, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas faire un débat sur ça. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Mais par contre, oui. Je recommande à nos amis congolais, politiques tout comme intellectuels, de lire les drames au Liban. Au Liban? Lire la lecture. D'accord. Les drames que les élites congolaises ne lisent pas. Mais ils préfèrent se chamailler, ils préfèrent des discussions inutiles. En 2013, nous avons publié un ouvrage intitulé
la République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. J'ai dit en 2013, on a fait la sortie officielle ici à Kinshasa. Combien de gens l'ont lu? Il y a Nikez Kibelbel, Oka, qui a aussi publié Balkanisation, l'ère de ces mythes et réalités. Combien de gens ont lu? Oui, nous faisons des discussions sur le concept inutile. Donc il faut tracer vite les cadres pour éviter la confusion. La soudanisation n'existe pas. Ce concept n'existe pas. Vous allez l'inventer. C'est comme un génocoste. Donc les Congolais sont devenus spécialistes en matière d'invention des concepts. Et j'espère que les politiciens vont comprendre. C'est un faux débat, les diversions. Mais ce qui est vrai, depuis la guerre Lafdel, il y avait déjà un projet de balkanisation, d'implosion du Congo. Relisez l'histoire du pays depuis l'arrivée de l'AFDEL. Il y a beaucoup de publications. Mais comme les gens ne lisent pas, que les présidents Kabila aujourd'hui parlent de soudanisation, tout le monde commence à discuter. Non, ça c'est une diversion. Ce qui se passe actuellement avec cette situation, c'est quoi? Le projet de la balkanisation est en difficulté. Les porteurs du projet n'ont plus encore l'accès à la Maison Blanche. Pour le moment, on a le projet d'un Congo stable, qui contrôle ses richesses, qui contrôle toutes ses frontières, ce qu'on peut appeler intégrité territoriale. Et ça, vous allez le voir dans l'accord de partenariat stratégique entre l'Amérique et le Congo. Ce qui m'étonne, c'est de voir que les gens n'expliquent ça à la population. Parmi tous les accords, tous les documents signés, ce qu'on appelle les accords de Washington, l'accord de partenariat stratégique entre l'RDC et le Congo, c'est ça les pivots, ça les socles de tout. Et cet accord est très clair. Première chose, tout tourne autour des mines, des minéraux stratégiques. Sur les bases de minéraux stratégiques, on a essayé un peu de ficeler de textes ou bien de règles ou bien de normes pour que ces minéraux profitent à l'Amérique, mais aussi au Congo. En prenant les minéraux congolais, l'Amérique nous apporte la sécurité. Tout tourne autour de ça. Minéraux, sécurité. Mais qu'est-ce qui est spécial dans cet accord? C'est d'abord l'intégrité territoriale du Congo. Dans l'accord de partenariat stratégique, on doit défendre l'intégrité territoriale du Congo. Voilà pourquoi on demande à Kagame et Museveni de retirer leurs troupes. Donc si vous voulez avoir une lecture correcte, réalisez l'accord de partenariat stratégique. Vous comprendrez tout. Deuxième élément, le Congo est de retour. Le Congo reprend sa place de leadership en Afrique centrale et en Afrique on peut dire australe, tout comme Afrique des Grands Lacs. Tout est écrit dedans. Est-ce que les gens ont lu? Donc, les rôles du Congo en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, donc Grand Lac et Austral. Tout est écrit. Donc, ça prouve que le Congo reprend sa place. Parce que n'oubliez pas que dans les temps, c'était l'Angola et quoi avec les Kenyans. C'était les deux piliers que l'Occident, l'Amérique voulait utiliser. Donc l'Amérique de Blinken avec Biden, mais avec Trump, tout est très clair. Le Congo est les piliers actuellement là. Mais malheureusement, les Congolais, les étudiants congolais ne comprennent pas. Ils passent la blague. Si l'Amérique a fait les Congo les piliers de l'Afrique des Grands Lacs, de l'Afrique centrale, et les rôles doivent jouer en Afrique, c'est par rapport à ses richesses. Par rapport à la compétition entre l'Amérique et la Chine. Nous, on ne se rend pas compte de ça. De toute façon, les Américains allaient venir ici sans nous, bien avec nous. Ils allaient s'imposer. Ça ne dépend pas des discussions des individus qui discutent dans des bureaux, tout comme à la télévision. Les Américains ont décidé de mettre l'ordre. Et ils veulent mettre l'ordre dans des mines, qui est la loi. La sécurité d'abord, c'est la sécurité juridique. Et deuxième chose, la sécurité militaire. Moi, je viens de passer 4 jours à Likasi. On est parti pour expliquer à la population
de l'ICASI, la situation de... Donc, les documentaires qu'on avait fait sur les mines de sang. Parce qu'on était passé par l'ICASI, on était dans les mines. On a voulu discuter avec les creuseurs, comme on les appelle. Des jeunes gens, une fondation qu'on appelle Fondation, les noms m'échappent, et puis Fondation Carlos Kalonji, on était sur place, on a des discussions avec les miniers, donc les miniers artisanaux, donc ce qu'on appelle les creuseurs. Ils nous disent clairement, une mafia s'est installée. Ça signifie qu'on prend les mineurs. Donc, ce que les Congolais devraient faire, on prend ça, on donne aux Chinois. Mais ce ne sont pas les Chinois que vous voyez physiquement, on va voir des Congolais, mais en dessous, ce sont des Chinois qui font tout. Et les Congolais sont exclus. Et puis, il n'y a pas de sécurité. Il y a la pollution. Les gens sont... Je vous dis que quand vous rentrez, vous passez là-bas, c'est comme, comment dirais-je, l'esclavage. L'État n'existe pas là-bas. Les politiciens sont corrompus. Donc, c'est une chance. Avec l'arrivée de l'Amérique, avec l'accord global, l'accord des partenariats stratégiques qu'on a signé avec l'Amérique, qu'on puisse s'en sortir de ces chaos. On n'avait pas d'autre solution. Quand je vois les gens qui condamnent Félix Tshisekedi, qui condamnent Trump, qui remettent même en cause l'accord de partenariat, ça signifie qu'ils sont de mauvaise foi. Soit ils sont complices avec ce qui tue le Congolais, avec les Congolais, soit ils sont inconscients. Parce que quand vous êtes sur place à Kisangani, pardon, à l'ICASI, voir les conditions dans lesquelles les choses se passent, peut vous poser beaucoup de... Donc, ça pose une question d'existence même. Pourquoi on existe? Pourquoi on laisse faire toutes ces histoires-là? Donc cet accord est venu nous sauver. Parce qu'on va mettre de l'ordre dans les mines sur les plans. Je dis que c'est le plan militaire. Parce que ces minéraux-là, s'ils ne sont pas protégés par une armée, on va les prendre gratuitement, comme on les fait aujourd'hui. Kagame pille, Museveni pille, vous avez encore les Chinois qui pillent, les Américains pillent avec les Européens. Mais qu'est-ce que les Congolais gagnent? On veut mettre l'ordre, les gens disent non, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons rester comme nous voulons. Ça signifie que notre classe politique a déjà intégré la mafia. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait un changement. De toute façon, qu'on le veuille ou non, il y aura un changement. Même sans eux, même avec eux. Il y aura un changement. Ça ne dépend pas de nous. Donc, c'est comment mettre l'ordre au Congo pour contrôler les chaînes d'approvisionnement et empêcher à ce que la Chine mette la main sur les richesses du Congo. Mais la Chine a déjà un accès facilité déjà aux matières premières, déjà lié à l'ancien accord, l'accord de 2008 avec l'ancien président, l'accord SICO qui a créé la SICOMINE. Donc la Chine a déjà un accès privilégié aux matières stratégiques. Comment ça va se passer? C'est très clair. De toute façon, dans l'accord de partenariat stratégique entre l'RDC et l'Amérique, c'est bien prévu qu'on peut avoir, le Congo peut signer d'autres partenariats avec d'autres puissances. Ce n'est pas interdit. Mais à condition que ces partenariats profitent au Congo et aux Congolais. Ça, c'est ce qui est écrit dedans. Vous voyez, les Américains viennent avec sécurité contre les mines. Contre les minerais, pardon. C'est ça leur sens de leur partenariat. Les Chinois, c'était sécurité, minerais contre infrastructure. Mais c'est pas vrai. Hier, non pas hier, il y a à peu près une semaine, l'ancien patron de, comment on appelle ici, Alingeti, IGF, il a fait une intervention. Il a expliqué les pommes. Donc, ce n'est pas qu'il y a contrat, donc minerais contre infrastructure. C'est faux. C'est minerais contre exonération. Donc, il nous a expliqué, les entreprises chinoises, donc à travers ces communes, les Congolais, donc exportent, mais ne payent pas les taxes, les impôts. Maintenant, au lieu de payer les taxes et les impôts, cet argent-là permet à l'État congolais de financer les routes. Financer tout ce que vous avez, les stades, les routes, tout ce qu'on a fait là, c'est avec l'argent qui vient de l'exonération. Voilà, il y a un problème. Là, c'est le contrat renégocié ou bien l'ancien? Le contrat, même renégocié. Mais le problème, c'est quoi? Ça, c'est une mafia. Parce que normalement,
la Chine, ces communes devraient payer tous les impôts et toutes les taxes pour permettre à l'État d'élaborer son budget. Ils sont en dehors du budget, c'est pas normal. C'est pas normal ce qu'ils font là. C'est un détournement des fonds publics. Qui détourne, M. Il y a eu toute une mafia organisée entre ces communes et le gouvernement congolais. Actuellement? Rien n'a changé. Mais on a renégocié le contrat, non? Non, si on veut bien renégocier, c'est là où l'intervention des Américains sera très claire. Quand on va renégocier, c'est pour que ces communes payent les taxes et les impôts à l'État congolais. Maintenant, si on veut construire des routes et les autres, c'est l'État de faire les programmes et de bourser l'argent. Mais si ces communes ne paient pas les impôts, il prend il ne paie pas les impôts et les taxes, il prend ça, il investit ou bien il finance directement les routes, c'est un détournement. Il faut normalement que ça passe par l'État, par les budgets, c'est les budgets de programmer. Et quand ça se passe comme ça, les hommes politiques profitent pour détourner l'argent et se laisser corrompre. Voilà pourquoi, quand le président Tshisekedi a demandé les premiers... quand on a essayé de revoir la révision du contrat, c'était pour savoir, on avait prévu qu'on allait construire des universités, des routes et autres, mais après un temps, il n'y avait rien. Il a dit non, on revoit clair. On a revu clair, on dit que dans ces conditions, on aura à peu près, selon Adinguet, 7 milliards, on va débloquer 350 millions de dollars. Mais ça passe par quel canal? Normalement, ça devrait passer par les comptes de l'État. Après, l'État programme comment il faut dépenser. Ce n'est pas le travail de ces communes, même avec le gouvernement. Ça ne passe pas comme ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de détournements de fonds. Donc, pendant cette période, tout est prévu. On ne sait pas si les politiciens se sont enrichis. Ils ont construit dans leur village. Et parce que c'est ces communes qui décident. Le gouvernement dit non, nous allons faire ça, nous voulons faire ça. Nous voulons construire un tel bâtiment. Il dit, okay, allez dans mon village. Les ministres décident. Ce n'est pas passé par le gouvernement. Il faut que ça passe par les budgets. Je pense que c'est ça qu'on va faire prochainement. On doit revoir que tout passe par les comptes de l'État. Pas s'arranger, pas l'arrangement entre le gouvernement et les ministères avec ces communes. C'est un détournement des deniers publics. Donc, ce qui est bon, si on revoit d'abord ces contrats, ce qui est beaucoup plus important. Et puis, deuxième chose, mais il faut tirer les leçons du passé. Les contrats chinois, ce qu'on appelle contrat chinois, ça c'était dans un flou terrible. Nous ne voulons pas que les contrats des Américains tombent dans le même flou. Ça signifie qu'il faut que l'information circule. Et c'est très important. Or, quand vous regardez dans les débats, même à l'université, tout est flou. Il faudrait que ces accords soient sur la place publique, qu'on en discute. Les deux accords, Washington des États-Unis et on doit avoir d'abord l'accord de communes, donc ce qu'on appelle contrat chinois. On tire des leçons, on corrige, et puis on va voir ce que les Américains... Donc, M. Fodi, vous voulez dire que le contrat chinois, renégocié notamment avec la participation de l'IGF de Jules Alinguete, n'a pas toujours été bien négocié. Non, bien négocié. Il y a toujours l'opacité. Il y a détournement de fonds. Parce que ces communes devraient verser l'argent dans les comptes de l'État. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ces communes s'arrangent avec le gouvernement pour financer des infrastructures, pour financer des projets. Ce n'est pas son travail. L'argent doit entrer dans les comptes de l'État. Après ça fait partie des impôts et des taxes. On met dans le compte de l'État et puis on programme les dépenses. Ce n'est pas à ces communes de s'arranger avec le gouvernement directement. Ce qui fait que quand on s'arrange avec le gouvernement, les hommes politiques s'arrangent pour détourner de l'argent. On fait la surfacturation, il y a la corruption, il y a n'importe quoi. Donc si on veut corriger maintenant, c'est tous les impôts, comment on appelle ici, les taxes que ces communes doivent payer, ça doit passer nécessairement par les comptes de l'État. Quand on dit État, il faut passer par les budgets, qu'on les programme pour toute une année. Que de faire des magouilles entre politiciens ou bien politiques avec l'entreprise. Donc ça, je pense que
Cette fois-ci, il y aura quand même une transparence. Et c'est encore positif. J'ai dit, la fois dernière, il n'y avait pas d'information. On ne savait pas ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui, et quand le président demandait qu'on puisse revoir, révisiter le contrat, qu'on a signé avec quand même des magouilles. Il faut maintenant tirer les leçons du contrat qu'on a signé avec ces communes, avec les Chinois, par rapport, tirer les leçons pour que l'histoire ne puisse pas se répéter avec les contrats, l'accord de partenariat entre la RDC, partenariat stratégique entre la RDC et l'Amérique. Ça signifie quoi? Il faut qu'il y ait l'information. Les gens ne savent pas ce qui se passe. On était à Kolwezi, pardon, à Likasi, on explique, les gens ne comprenaient pas. Et je me pose une question, pourquoi l'information ne circule pas? Or, cet accord est bénéfique pour nous. Pourquoi on n'en parle pas sérieusement? Pourquoi il y a des individus qui pensent qu'ils sont des savants et commencent à parler partout? Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait un débat contradictoire, qu'on sache qu'est-ce qu'on va signer avec les Américains, où sont nos intérêts, comment il faut les défendre. Les Américains sont des gens trop clairs. Ils n'aiment pas des magouilles comme les Européens. Donc, s'ils veulent à ce qu'on signe cet accord, c'est par rapport à leur culture liée au droit, à la loi. Ce qui n'est pas avec, c'est pas le cas avec ce qu'on a signé avec les Chinois. L'accord n'est pas clair. Vous voulez dire que est-ce que c'est volontaire, le fait que l'accord ne soit pas vulgarisé? Est-ce que c'est voulu quelque part? Non, il y a des gens qui ont des intérêts par-ci par-là. Ils ne veulent pas qu'on voie clair. Quand je viens de te parler du contrat de Sycomine, les partis communistes chinois n'est pas dedans. Parce que quand vous travaillez avec les partis communistes chinois, si on apprend qu'on vous a corrompu, on vous tue. En Chine, on ne joue pas. Il y a une lutte contre la corruption. Or, la manière dont les Sycomines et les autres travaillent, ils sont accommodés aux attitudes ou aux comportements des Congolais. Des tournements de fonds, des arrangements. Dès qu'on apprend en Chine, donc si on avait signé des accords avec l'État chinois, une entreprise d'État chinois, je ne pense pas qu'on pouvait tomber dans on pouvait tomber dans la situation des Sycomines avec le gouvernement. Mais maintenant, nous signons avec les Américains, mais il faudrait que ce soit transparent. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des débats sur la presse publique, que les intellectuels, les ministres, tout le monde participe, que notre peuple sache qu'est-ce que cet accord nous apporte, qu'est-ce que nous perdons dans cet accord. Ça demande un débat. Mais déjà, c'est très très positif pour le Congo parce qu'il n'y avait rien. Mais quand est-ce qu'on va ressentir les retombées en tant que population, les retombées de cet accord? Ça peut commencer à se faire ressentir à quel moment, M. Freddy Moumba? Je pense qu'il fallait ratifier ça au Parlement. On va le faire. Dès que c'est fait, c'est fini. On doit appliquer. Donc il fallait voir une couverture un peu du Parlement. Je pense que j'ai vu à la télévision, on a expliqué que le Parlement allait se réunir pour statuer sur ça. Dès que c'est fait, c'est fini. Mais maintenant, les débats dépendent de nous. Qu'est-ce que nous faisons? Une question, pourquoi on cache? Pourquoi on ne veut pas qu'il y ait des débats? Donc, si on fait les débats sur le contrat, les accords stratégiques avec l'Amérique, minerais contre sécurité, nous serons obligés de faire aussi un débat sur minerais contre sécurité. Non, infrastructure, mais à travers l'exonération. Il faut expliquer ça clairement à notre population. Il faut qu'on s'assume, parce que ça soit les Américains, soit les Chinois, ils viennent pour leurs propres intérêts. On ne comprend pas. Mais comment faire pour que le Congo puisse trouver son compte, M. Freddy Moulma? Comment faire dans ce contexte-ci? Il faut que les hommes politiques soient sérieux. Que les hommes politiques comprennent que tout ce qu'ils engagent, les engagements qu'ils prennent à l'étranger, c'est pour les intérêts du Congo, pas pour les propres intérêts. Mais si on a encore cette culture-là, on va s'engager pour qu'on tire de notre côté. Ça, c'est des attitudes des hommes politiques. Donc, pour les empêcher à faire des magouilles, il faut la liberté, il faut l'information. Il faut informer, il faut analyser, il faut publier. Que l'opinion soit au courant. Mais jusqu'à présent, personne ne sait ce qui se passe réellement. On ne comprend rien du tout.
quand les Américains verront qu'ils sont en face des idiots, on va encore nous rouler comme les Chinois l'ont fait. Ce sont les capitalistes. Hein. Ils viennent chez vous, ils se rendent compte, mais ces gens ne comprennent rien. On fait comment? Ils ne vont pas se battre à votre place. Donc c'est à nous maintenant de comprendre, de définir nos intérêts et de les défendre. Et ce qui est bon aujourd'hui, nous pouvons jouer sur la compétition entre la Chine et l'Amérique. Donc les entreprises chinoises, les entreprises américaines. On va choisir les meilleurs. Tout dépend de nous. Mais si nous ne sommes pas sérieux, les Chinois peuvent s'entendre, mais ce peuple-là, c'est un peuple idiot. On nous exploite. Ça, le travail des intellectuels, le travail des journalistes. Ce que vous faites généralement dans vos médias, ce sont des polémiques inutiles. L'essentiel, c'est ça. Contrat sinon congolais, ce qu'on peut appeler ces communes, et contrat USA-Congo, les débats publics, c'est pour nos intérêts, les intérêts de nos enfants. Mais j'espère qu'avec la pression de l'opinion, on finira pour savoir ce qui était dans le contrat chinois et ce qui est dans le contrat américain. De toute façon, les Américains ne cachent rien. Les contrats, les accords qui sont signés sont sur Internet. Chacun de nous peut aller lire et venir de donner son avis, mais son point de vue. C'est comme ça qu'une société évolue. Parce que ces mutations géopolitiques, peut-être ici on ne se rend pas compte parce qu'on ne suit pas l'évolution de l'affrontement entre l'Amérique et la Chine. On ne suit pas ça. Voilà pourquoi vous êtes ici, vous vous battez, allons au dialogue. Maintenant, vous inventez des termes, soudanisation. Non, vous êtes perdus. Ça ne sert à rien de faire tel débat. Donc, évitons ça. Voyons, qu'est-ce qui est essentiel maintenant? Ce qui est essentiel, c'est les accords qu'on a signés avec les Américains, qui auront qui auront beaucoup de conséquences, mais aussi le contrat qu'on avait signé avec les Chinois, qu'on doit tout revoir pour les intérêts de notre peuple. Personne ne nous empêche. Si on négocie mal, on va payer cher, on va toujours, on va les regretter un jour. On va le regretter. Mais M. Freddy Mulumba, en ce moment, vous avez proposé qu'on puisse aujourd'hui d'abord vulgariser ces deux accords. Accord avec les Américains, accord avec les Chinois. Il y a deux accords. Minerai contre infrastructure, minerai contre sécurité. Non. Il faut aligner dans changer. C'est pas minerai contre infrastructure. Minerai contre exonération. Exonération. Oui. C'est pour ça qu'Alingué t'a parlé. C'est qu'il a expliqué tout ça. Oui. Il faudrait qu'il y ait un débat. Un débat. Pour voir nous gagnons où. S'il y a des choses à corriger, on corrige à quel niveau pour que notre pays gagne. Mais justement, je voulais vous poser j'étais en train de vous poser cette question. Quel est l'accord qui est beaucoup plus bénéfique? Quel est le modèle que vous conseillerez aux autorités? Celui des Chinois ou celui des Américains? Celui des Américains. Pourquoi? Les Américains, c'est l'État américain qui s'est engagé. L'État lui-même? L'État américain. Oui. Pour preuve, le président américain, Trump, oui. Il était témoin. Pour preuve, il a signé. Donc c'est l'État américain qui s'est engagé. En cas de problème, l'État américain est responsable. Parce que c'est lui qui couvre en quelque sorte. Oui. Avec les Chinois, l'État chinois n'est pas responsable. Avec les Chinois, ce sont des entreprises chinoises qui sont arrangées avec l'État congolais. Donc l'État chinois n'a pas de compte à rendre au Congo. Par contre, l'État américain, oui. Donc le meilleur, c'est l'accord signé entre le Congo et les États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi vous pouvez... Mais qu'on ne soit pas naïf. Oui. Cet accord, les Américains l'ont signé pour leurs propres intérêts, pas pour nos intérêts. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Chacun doit savoir défendre ses intérêts. C'est la vie de tous les jours. Parce que les Américains ne peuvent pas signer un accord pour dire non, on va aussi vous donner. Non. C'est du capitalisme. Hein. Vous êtes naïf, on vous roule dans la farine. Donc, les Américains peuvent ne pas respecter leurs engagements. C'est possible qu'ils ne respectent pas. C'est difficile. Il faut connaître comment les Américains fonctionnent. La loi, c'est la loi là-bas. On ne joue pas avec la loi en Amérique. Hein. On joue pas, tout comme en Chine, on ne joue pas avec la loi en Chine. Hein. Si vous jouez, si vous êtes corrompu, on vous tue. Mais c'est quand vous êtes engagé avec l'État chinois. Mais nous sommes engagés avec des entreprises chinoises. Oui. C'est différent. En cas de désordre, ça ne s'engage pas le... Mais maintenant, pourquoi vous proposez un débat?
Pourquoi le débat est-il important aujourd'hui, pendant que la signature, les accords ont déjà été signés? Le débat va servir à quoi? C'est pour éviter d'enlever les flous. Il y a un grand flou. Ok. Il faut que notre peuple soit au courant de ce qui se passe. Ce qui est normal, non? Oui. Nous vivons dehors des normes. Regarde, on a signé l'accord avec nos amis chinois. Pendant ces 10 ans, 20 ans, ils n'ont rien fait. Il a fallu que les présidents qui interviennent pour qu'on puisse se revoir. Ce n'est pas normal. Ça signifie quoi? Nous sommes arrangés avec eux pour manger. Si demain, maintenant nous sommes en train de travailler avec les Américains, si vous ne faites rien, vous voulez qu'on fasse comment? Qu'on travaille à votre place? C'est là où l'intervention ou bien l'implication de la presse, des intellectuels, devient une nécessité. C'est pour éclairer l'opinion. Oui. Est-ce que y a-t-il un lien principal, pour être beaucoup plus clair, M. Freddy Mulumba, y a-t-il un lien entre les retraits de l'AFC M23 d'Ouvira, aujourd'hui ils sont en train de libérer Lubero, ils sont en train de quitter? Est-ce qu'il y a un lien entre la signature de l'accord stratégique avec les Américains et leur retrait? Est-ce qu'il y a un lien? C'est très clair. Cet accord est sur les mines stratégiques, les minerais stratégiques. Oui. Nous avons notre mine de Rubaya. De coltan. Dans le Massissi. Dans le Massissi. Ça appartient à qui? Aux Congolais. Mais pour le moment, qui exploite? Mais là-bas, c'était la FCM 23 qui était en train d'exploiter. Or, ce sont des bandits, des voleurs. Les Américains ont signé, ils disent nous devons mettre l'ordre dans les mines au Congo. Et pour cela, il faut que tous les bandits de Rwanda se retirent, tout comme l'Ouganda. Il faut que les gens retiennent. Le Congo est redevenu comme il était du temps de Mobutu, du temps du Zaïre. Pendant la guerre froide entre l'Union soviétique et l'Occident, avec l'Amérique, les Américains ont fait un choix sur le Congo pour éviter que l'Union soviétique mette la main sur l'Afrique et l'Afrique centrale. Donc le Congo était le bouclier contre le communisme. Aujourd'hui, l'Amérique vient de mettre, de faire les choix du Congo dans sa lutte, dans sa compétition avec la Chine. Ça ne dépend pas de nous. On peut dire une deuxième guerre froide qui s'est mise en place. Pour le moment, on a besoin du Congo. Et pour que ça puisse marcher, parce que les Américains ont besoin de minerais stratégiques pour empêcher la Chine de les dominer. Parce que la Chine contrôle tout. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce qu'on empêche la Chine à mettre la main sur les minéraux congolais? Il faut qu'il y ait la loi et la sécurité. Il faut que le Congo soit souverain. Il faut que le Congo retrouve son intégrité territoriale. On a demandé à ces gens, ils vont partir. Ils vont tout libérer, Goma. Ils vont, s'ils refusent, on va les chasser. Les Américains ne le font pas pour nous. Les Américains vont le faire pour leurs propres intérêts dans la compétition avec la Chine. Ce que les Congolais ne comprennent pas. C'est pour les intérêts américains. Ils le disent clairement, America First. Est-ce qu'on ne comprend pas ça? Qu'on le veuille ou non, ça va changer. Je vois les gens faire des discussions, constitution, ne va pas changer. Tout ça, ils sont réduits au niveau de l'article 223 des mandats. Ne prenez pas les mandats. L'État congolais vient de signer un accord de partenariat avec les Américains. Et quand vous prenez notre loi, notre constitution, dans le temps de Mobutu, c'était sol et sous-sol appartient à l'État. Donc l'État peut engager avec des privés étrangers. Mais quand vous prenez l'actuelle constitution, l'article 9 a supprimé sol et sous-sol appartient à l'État. Et cet article 9 a semé une confusion, même des chefs coutumiers vendent même des terres. C'est à cause de cet article-là. On doit revoir tout ça au niveau de la Constitution pour permettre à ce qu'on va signer avec les Américains ait une valeur. Qu'est-ce qui va protéger les Américains? L'État congolais exerce sa souveraineté permanente sous le sol et sous-sol congolais. Ça c'est le flou entretenu dans cette Constitution. Tu vois? Exerce. Pourquoi on a enlevé sous-sol et sous-sol et sous-sol appartient à l'État? Pourquoi on a enlevé? Et dernièrement, j'ai entendu qu'on a remis encore.
Mais il faut maintenant le faire au niveau de la Constitution. Qu'on enlève cet article 9. Il faut l'enlever. Remettre l'article selon lequel soit le sous-sol appartient à l'État, que ce soit intégré dans la Constitution. Pour ça, quand les entreprises américaines vont s'engager, ils vont négocier avec l'État congolais, pas avec des individus. Oui, M. Fodi, il y a aussi cet article de la Constitution qu'on parle de la cession des souverainetés. Le Congo peut céder une partie de sa souveraineté. Oui, l'article, je pense, 167 comme ça à peu près. Oui. Pour l'unité africaine. Vous qui êtes on va revoir tout ça. Certains constitutionnalistes disent que c'est un article qui se trouve dans beaucoup de constitutions africaines. J'ai dit ceci, c'est un faux débat. Oui. Prends la constitution angolaise. C'est prévu comme ça. C'est un faux débat. Voilà le problème des Congolais. Des gens très faibles. Oui. Les cas, ils font tout ça parce qu'il y a les Rwandais et l'Ouganda. La solution, c'est prendre les Rwandais et le Burundi, l'annexer au Congo. Le problème est résolu. Vous êtes sûr? Mais comment? Ce sont des petits pays pauvres. Vous voyez un peu. Du temps de Mobutu, c'est nous qui payons. Et les militaires, l'administration, et au Rwanda, et au Burundi. Ce sont des pays pauvres. Quand on va les annexer au Congo, tous ces pays pauvres, on saura les gérer. Les Rwandais ne peuvent pas gérer le Congo. Le Kagame a eu beaucoup d'ambitions de mesurer. Mais il a oublié l'essence de l'histoire. Il y a général Kayumba qui avait dit à Kagame, on ne saura pas occuper le Congo. Et dans l'histoire africaine, chaque fois un peuple occupe l'autre, après on finit par les chasser. Donc on finira par les chasser du Congo. Ça sert à rien de penser qu'on va occuper le Congo. C'est général Kayumba qui a dit ça à Kagame. Donc Kagame, il s'est pris pour un grand. Le Rwanda, c'est un petit pays pauvre, enclavé. Dans la situation actuelle, on a besoin des alliés puissants. Des États bien organisés. On n'a pas besoin d'un petit pays de 10 millions qui est enclavé, dire non, moi je vais jouer le rôle d'un négrier. C'est fini. Les Américains ont besoin d'un Congo stable, oui, pour faire les affaires, et de l'autre côté, pour empêcher la Chine d'avoir le contrôle des minerais. Les Congolais sont très corrompus, vous l'avez dit, les Congolais n'ont pas de personnalité. Le Congo a un problème d'hommes ou un problème de texte quelque part? Oh, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Comment les pommes du Congo, il y a beaucoup de mercenaires ici. Trop de mercenaires. 80% d'hommes politiques congolais sont des mercenaires. 80%? 80%. Regardez à travers leur discours. Ils parlent difficilement des intérêts de notre peuple. Leur discours, c'est quoi? Allons aux élections. Partageons le pouvoir. Changeons la constitution. Il n'y a que ça. C'est leur discours. Mais parlez par exemple aujourd'hui, dans la situation actuelle, où le pays est occupé. Regarde, ça fait plus de 30 ans que Kagame occupe Bunaganda. Tout l'Est là. Kagame a occupé. On vole, on tue les Congolais. 10 millions, plus de 20 millions de morts. C'est la faute à l'homme ou à la faute à la loi du pays? Il y a pas de, je dis qu'il y a des mercenaires. L'homme pose problème aussi, monsieur. C'est pas l'homme qui pose problème. Il y a des Congolais de qualité, ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont en dehors du pouvoir. Est-ce que regardez la qualité de nos ministres là? Est-ce qu'ils méritent d'être ministres? Ces gens-là que vous voyez là. Ce sont les ministres. Il y a le Jean-Lucien Boussa. Non, il ne faut pas citer les noms des individus. Oui. Regardez qu'est-ce que les ministres congolais font. Que fait le gouvernement congolais? Il fait quoi? 80% de notre classe politique a été recrutée pour les intérêts étrangers. C'est ce qu'il faut reconnaître. Et vous allez voir, les gens qui se battent pour les intérêts du Congo sont combattus. Comment expliquer? Félix, il dit, nous signons avec les Américains pour sécuriser nos richesses. Il y a des gens qui sont partis jusqu'à Washington. Ils disent aux Américains ne signez pas. Même les Américains ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui arrive à ces gens? Ça, c'est que l'élite. Ce sont des mercenaires. Ils n'ont pas un discours politique. Hein? Tu vois, les discussions maintenant, c'est sur la Constitution. Est-ce que tu as vu des gens faire des discussions sur la qualité de l'enseignement? L'éducation. Or, sans éducation, sans science, sans université, sans école, mais on ne peut pas connaître un développement. Vous êtes des ministres, vous êtes des hommes politiques. Pourquoi? Vous voyez le problème. C'est en voyant les débats entre la classe politique et les politiciens.
Là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes politiques. Mais pour le moment, ce sont des mercenaires, on disait à 80%. Il y a 20% des Congolais, des hommes politiques congolais qui sont encore des patriotes, qui travaillent pour le Congo. Des bonnes qualités. Comme on dit, M. Fodi Mounba, la guerre en Iran, quelques mots de votre part, votre lecture, est-ce qu'il y a un impact sur la vie en République démocratique du Congo? De toute façon, ce qu'il faut reconnaître est que le monde a basculé. Nous entrons dans une nouvelle ère. Quelle que soit l'issue de la guerre, le monde ne sera plus le même. L'Amérique va se retirer dans certaines régions. De toute façon, quand vous voyez Trump, il part là où il y a de l'argent. Et il y a des richesses. Il part pas là où il y a la pauvreté. C'est très clair maintenant. Donc, après cette guerre, on va reconfigurer le monde. On va revoir les frontières. Ah bon? Ah oui, il faut déjà se préparer. Non, tu vois, ici, chez nous, nous pensons que ces frontières... sont éternelles. Non, c'est Dieu qui a inventé. Ce sont des individus. Ce sont des puissants qui ont tracé les frontières. Donc vous annoncez la balkanisation du Congo en quelque sorte. La chance que nous avons avec nous, c'est parce que nous sommes protégés déjà par Trump, non, par l'Amérique. Lisez l'accord de partenariat stratégique. C'est très clair. On ne va pas toucher à la RDC. Mais est-ce que les gens ont lu? Quand vous parlez respect de l'intégrité territoriale, souveraineté du Congo, est-ce qu'on lit? Il faut lire ça. Donc c'est très clair, c'est ça notre chance. Nous sommes protégés. Pour le moment, les projets de balkanisation, de soudanisation, ça n'existe plus. Mais Kabila dit qu'il y a des ingrédients, il y a des éléments qui démontrent que ce que le Soudan a vécu, nous avons aussi ces éléments-là, nous les trouvons aussi dans la crise congolaise. Non, c'est une erreur d'analyse. Et que si on ne la corrige pas... C'est une erreur d'analyse. Nous sommes dans un environnement de compétition entre grandes puissances. Oui. Entre la Chine et l'Amérique. On n'a pas besoin de désordre. On a besoin de stabilité du Congo. Et tout est écrit. Mais la stabilité du Congo, M. Fodi Mounba, et si on organise ce référendum pour changer la constitution et qu'il y a une partie qui est occupée par le Rwanda, les Rwandais sont en train de partir. Les Congolais qui sont là-bas. Mon cher ami, qu'on les veuille ou non, on va changer la constitution et ça dépend de vous. Je viens de vous dire ici que l'État congolais a signé avec les entreprises américaines. Il faut qu'on retouche d'autres articles de la Constitution. L'article 9. Et qu'on remette sur le sous-sol appartient à l'État. Comme ça, les Américains, l'État américain, le gouvernement congolais, peut s'engager, peut signer des accords avec les entreprises privées américaines. Pour ça, il faut changer la Constitution. Où est le problème? Donc, pour que le Congo signe avec les certaines entreprises américaines, il faut qu'on touche à la Constitution. Oui, mais il faut la loi. Il faut la sécurité juridique, c'est la Constitution. Il faut la sécurité juridique, que ce soit très clair. L'État engage, par exemple, on signe avec une entreprise américaine sur Urubaya. C'est base de quoi? Il faut qu'il y ait une loi, non? On dit... Il y a le code minier, non? Ça ne suffit pas? Le code, c'est en dessous de la Constitution. Le sommet de tout, c'est la Constitution. La Constitution. Hein? La base de tout. La base de tout. Le problème, c'est que les Congolais, nos élites, parce qu'ils pensent qu'à manger, ils voient, non, nous devons... qu'on ne change pas l'article 220. J'ai dit, s'il y avait un coup d'État ici, quel est respecter la Constitution? Vous voyez un peu, c'est un faux débat. Et cette Constitution, on sait très bien que c'est Bob Kabamba avec Liège qui ont fait cette histoire-là. Qui ne connaît pas? J'ai dit, ça c'est une distraction. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on va la changer. Hein? On va la changer. Pour que les intérêts du Congo soient sauvegardés. Il faut que ce soit très clair. La constitution qu'on avait faite dans les temps, d'abord c'est une constitution, vous savez, c'était le Rwanda, Louis Michel, les autres qui étaient à la base de ça, pour qu'on puisse avoir cette constitution. Moi je me rappelle, les professeurs Kabissa. Vous étiez journaliste à l'époque? Oui, moi j'étais journaliste, je le suis encore. Vous êtes toujours? Oui. Kabissa, donc j'étais au potentiel. Le professeur Kabissa, sur les plateaux de TNC, a refusé de dire on ne va pas voter, si on parle au référendum, il faut voter non. Le professeur Kabissa, il a envie. Et je vois aujourd'hui, les gens disent non, c'est le meilleur, qu'on ne change pas. Non, écoute, de toute façon, moi j'ai dit il ne faut pas écouter. Cette classe politique ne représente rien. Ce sont des individus qui sont importants. Quand ils passent à la télévision, mais va la citer là. S'ils ne donnent pas l'argent, il ne verra personne derrière. Va la citer.
J'étais à Likasi. On ne le connaît même pas. Mais ils vivent, quand ils viennent ici, vous faites des pages magazines, on corrompt les journalistes. Non. Cette classe politique n'a pas de base. Mais il a la capacité de nuisance parce que quand il est écarté du pouvoir, il va dire non, notre tribu n'est pas représentée. Mais quand il est au pouvoir, la tribu est pauvre. Hein? Ce qu'ils disent Katanga. On dit Kabila et Katanga. Il a fait 20 ans. Allez au Katanga. Likasi, qui était la ville la plus propre du Congo, va aller aujourd'hui. Allez au Katanga. C'est une catastrophe. Est-ce qu'il faut continuer avec ça? Il faut que ça s'arrête. Moïse Katumbi, qui était gouverneur pendant aussi plus de 9 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Katanga? Ils n'ont rien fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien absolument. Mais c'est quand tu descends à l'aéroport de Loano. Loano à Lubumbashi. Mais c'est comme un village. Ah bon? Je te dis. C'est comme un village. Tu ne peux pas comparer avec l'aéroport de Kisangani. Qu'est-ce qui empêche? Les Katanga qui a tout. Vous n'avez pas d'aéroport. Ça coûte combien? Et parce que chacun veut manger. C'est ce que j'ai dit, que ce sont les élites de mercenaires. Si c'était des véritables élites du peuple katangais, ils devraient s'occuper de ces Katangais-là. Exploiter. On pille. Les minéraux sortent, on ne contrôle rien du tout. Mais les gars, non, nous sommes Katangais, et les Katangais. Mais il y a quand même Mme Masuka qui fait l'exception, hein, peut-être. Je ne vais pas parler. Avec Kolwezi qui est en train de se. Je ne vais pas parler des individus. Si Mme Masuka travaille bien, qu'on amène un contrôle, qu'on fasse un contrôle. C'est facile, non? Oui. Ah, si quelqu'un veut parler, veut dire que moi je contrôle correctement. Donc je travaille correctement, on fait comment? On envoie une équipe de l'IGF. De l'IGF. Pour aller contrôler. D'une manière rigoureuse. Toutes comment on appelle ici, les redevances. Comment c'est réparti? Comment ça fonctionne? C'est là où on saura que Mme Masuka travaille très bien. C'est tout. Monsieur Fedi Mulumba, merci beaucoup. Mais on retient quoi de cette émission, de ce passage? Non, je pense que ce qui est beaucoup plus important, il faut qu'on sache que le Congo fait partie du monde. Nous devons être attentifs avec ce qui se passe à l'étranger, donc dans le monde. Avant de parler de nos querelles de personnes ici, partage du pouvoir, on va manger, on va boire. Non, il faut savoir, c'est l'extérieur qui va jouer peut-être le rôle de 80% du changement ici. 80%. Parce que les Américains, quand il y avait la guerre ici, personne ne parlait. Félix a fait le tour du monde, personne ne parlait. Dès que Trump a dit arrêtez, c'est arrêté, non? Kagame voulait s'entêter, on a dit monsieur, quitte. C'est pour les intérêts américains. Il va partir. Et c'est sa fin. Et maintenant, c'est après Kagame comment il faut gérer. Il faut prendre les Rwandais, les Burundis, les annexer au Congo. Les problèmes résolus. On paye les militaires, on paye les fonctionnaires, et puis on va gérer les questions entre Tutsi et Hutu là. C'est parce qu'il y a beaucoup il y a la misère. Il y a beaucoup plus de misère. Chacun qui va accéder au pouvoir utilise sa tribu. Parce que moi je suis Tutsi, je dois être au pouvoir seul. Quand les Hutus sont au pouvoir, non, comme nous sommes des Hutus, mais si le Congo gère tout ça, on gère le Rwandais, les Rwandais, les Burundis, il y aura moins de problèmes. Donc il faudrait normalement qu'on commence à faire un travail pour l'avenir. Après la guerre, après Kagame, on va faire quoi? Comment on va gérer cette crise? Parce qu'il faut dire que quand vous partez à l'est du Congo, avec ces millions de morts, parce que vous êtes à Kinshasa, allez sur place. Donc les gens sont marqués. Tu sais, les gens de Beni, Butembo, ils ont tellement souffert, ils ne vont pas oublier. Et comment réparer ça? C'est la question maintenant. Comment réparer ça? Parce que les gens ne peuvent pas accepter. Ceux qu'ils ont tués, ils sont libres. Ça maintenant, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il ne faudrait pas écouter l'Occident. Moi j'ai dit, nous sommes au pouvoir ici, on décide pour gérer le Rwanda et le Burundi. D'abord leur donner l'argent. Parce que pour ceux qui à la base, c'est parce que chacun se bat pour vivre. On leur donne des moyens. Ce sont des petits pays. 10 millions d'habitants, 10 millions d'habitants, on peut gérer ça. Nous sommes 140 millions. On ajoute, ça devient 160 millions. Et puis on s'occupe d'eux, on paie les enseignants, les militaires. Il n'y aura plus encore de problème. Ce sont des petits pays pauvres.
Merci beaucoup, M. Freddy. Ok. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, surtout pour ces révélations que vous faites au cours de cette émission. Merci énormément. On espère que notre population va tirer ce qu'il aime tirer, surtout la matière, la connaissance. Merci beaucoup, M. Freddy. Ce n'est pas une dernière fois. On va vous recevoir encore une fois. Merci aussi à toutes les populations qui nous suivent à travers le monde, États-Unis, France, un peu partout. Nous sommes là pour vous servir. Portez-vous bien et au revoir.